Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Daniel Zaidani, conseiller départemental de Pamandzi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'ancienne aérogare de Pamandzi n'est plus. Je veux dire par là, le bâtiment a été rasé et sans qu'aucune information n'ait circulé. Pour vous, c'est tout simplement inacceptable. On y reviendra tout à l'heure dans ce journal. Avec nous également Pierre Bellucci, le rédacteur en chef télé du journal télé de KTV. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina et bonsoir à tous. Alors avec vous, il sera question de l'Institut en santé. Une formation va débuter cette année, la formation en puériculture. On regarde ça tout à l'heure avec vous, mais d'abord, voici les titres de ce vendredi 9 octobre. On continue justement avec le premier sujet dans l'affaire, le premier sujet. Au lendemain des affrontements à Tsunzu entre jeunes du village et forces de l'ordre, beaucoup de voix s'élèvent pour commenter les événements. Et si une grande partie de la population soutient les capitaines de police Chamassi, d'autres jugent que ces tirs de sommation à balles réelles n'avaient pas lieu d'être. Une enquête a été ouverte pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Un sujet signé Pierre Bellucci et Fred Souleymana. Hier matin, le village de Tsunzu 1 a été le théâtre d'une véritable guérilla urbaine. Pas moins de 70 grenades lacrymogènes ont été utilisées par les forces de l'ordre pour faire reculer une centaine de jeunes souhaitant en découdre. 6 policiers se sont retrouvés pris au piège et à court de munitions. C'est à ce moment que le capitaine Chamassi s'était lancé seul à l'assaut des agresseurs, utilisant son arme de service pour des tirs de sommation. L'un des journalistes de Kwezi TV, présent en première ligne, témoigne. Vu qu'il avait mis un peu de temps à charger, quoi. Ouais. Donc les gamins, peut-être, ils ont compris qu'il y avait une petite faute technique dans le dispositif. Ouais. Donc, ils ont profité d'avancer. C'est pour cela qu'ils sont venus jusqu'à 5 mètres. Parce qu'au début, quand il y avait les gaz qui partaient, ils étaient très loin, une soixantaine de mètres, voire une cinquantaine. Ouais. Mais après, quand je pense qu'ils ont vu que ça bloquait, ça tirait plus quelques secondes près, ben, ils sont avancés. C'est pour ça que vous aviez dit tir. Moi-même qui étais à côté, j'ai dit tirer parce que c'était très chaud. Ouais. Cerner, moi j'y pensais même pas, je disais c'était fini pour moi, quoi. Encerclés de toutes parts, les forces de l'ordre ont été contraintes de réagir. Voyant qu'il était déjà trop tard pour se replier, le capitaine a pris ses responsabilités. En fait, pour moi, c'était une façon de dire attention, ça va loin. Attention, ça va loin. Donc franchement, les gamins, ils étaient déterminés en découdre avec la police. Ce n'est rien, un problème de bus. On a toujours croisé des problèmes de bus ici à Mayotte. Mais là, ça prend une autre portion. Et il faut que l'État bouge. Bravo au capitaine Chamassi. C'est un mec qui a une sang-froid pas possible. Parce que moi, j'attendais, il y avait un des sergents qui dirait « Capitaine, laisse-moi tirer. » Et c'était lui qui calmait son agent, quoi. Donc à un certain moment, il a vu que c'était KO. Et c'est là où il a décidé de... Mais il est parti seul. Tout à fait, c'est du courage pour moi. C'est du courage, c'est pour protéger ces hommes. Si certains ont félicité le capitaine Chamassi pour ce qu'ils estiment comme de la bravoure, d'autres lui reprochent un excès de zèle et n'hésitent pas à réclamer des sanctions pour un geste qu'ils considèrent comme très grave. Parce que c'est inadmissible qu'un policier utilise une arme à feu face à des enfants qui jettent des pierres, premièrement. Parce que déjà, ça, il encourage l'enfant aux armes à feu. Pour moi, c'est inadmissible. Est-ce que le fait de tirer avec une arme à feu, c'était proportionné? C'était disproportionné d'utiliser une arme à feu. Puis une pierre peut tuer et une balle encore plus. Et donc, pour moi, le policier, je le dis et je le réitère et je le confirme que moi, je le traite de la même manière que les jeunes, voire pire, je dis que c'est un délinquant. Il doit être sanctionné. Une enquête pourrait être ouverte et le capitaine risque de devoir justifier son geste. En attendant, il a souhaité remercier tous ceux qui le soutiennent, expliquant que seule la sécurité et l'intégrité de nos concitoyens et de nos policiers justifient la pertinence de l'acte. Alors, je me tourne vers vous, Daniel Zaidani, conseiller départemental de Pamandzi. On a vu tout part d'une affaire de bus qui n'est pas là à temps ou qui est plein. Et les élèves, ça dégénère chez les élèves. Des jeunes ont rejoint les émeutes et ça donne ça. Votre réaction? Alors, en premier lieu, je dirais que effectivement, les jeunes ont raison de sensibiliser les autorités s'ils constatent qu'il y a un dysfonctionnement dans le ramassage scolaire, puisque vous savez que le Conseil général contribue à 100% pour que ce transport se fasse gratuitement.
L'année dernière, c'était un budget qui s'élevait à plus de 20 millions d'euros. Cette année, ce budget a été revu à la hausse puisque, comme vous le savez, notre décision de marché avait été cassée par le tribunal en février dernier. Et cela avait nécessité rapidement à ce qu'on attribue de nouveau ce marché. Et on nous avait demandé de faire des lots supplémentaires. Pour ma part, je considère que mettre des lots supplémentaires, bien évidemment, était source également à favoriser les dysfonctionnements. Aujourd'hui, nous le constatons. Maintenant, il appartient au Conseil général de s'assurer que vraiment les nouveaux lots qui ont été attribués ne contribuent pas à pénaliser les jeunes dans leur scolarité, puisqu'il est vrai que lorsque nous payons jusqu'à 25 millions d'euros, personne ne comprendrait que ces mêmes jeunes ne puissent pas arriver à l'heure en classe. Maintenant, concernant les violences, bien évidemment, on ne peut pas cautionner ce type de violence. D'ailleurs, aux images que vous venez de montrer ce soir, nous constatons et nous voyons le niveau de violence avec le nombre de jets de projectiles de pierre qui se trouvent sur le sol. Et face à une violence aussi manifeste, il est clair que je pense que les forces de l'ordre ont essayé de la contenir autant que possible. Maintenant, est-ce qu'ils auraient dû ou pas utiliser les armes à feu une fois qu'ils n'avaient plus de gaz? Ce qui est certain, c'est que ce soir, il n'y a eu aucun blessé d'un côté comme de l'autre. Pour ma part, et ça c'est vraiment un avis personnel, je considère que je préfère que les forces de l'ordre tirent en l'air plutôt que de tirer sur les jeunes des flashballs. Nous avons vu pendant la grève sur la vie chère ce que pouvaient donner des tirs de flashball. Je rappelle qu'un jeune avait perdu un œil. Le procès a donné finalement raison aux gendarmes qui avaient utilisé le flashball. Mais dans tous les cas, je crois que vaut mieux une sommation en l'air qu'un tir de flashball dans un visage ou contre un jeune qui pourrait perdre quelque chose. Donc maintenant, il faudrait néanmoins qu'on n'arrive pas à ce type de situation. Il faut que chacun prenne ses responsabilités, que les parents puissent s'assurer que ces jeunes ne commettent pas d'actes de violence de ce type-là, que au niveau du conseil départemental, que le service soit de qualité, de s'assurer en tout cas que le service pour lequel nous payons soit de qualité, et au final que les forces de l'ordre ne se retrouvent pas à 7 contre une centaine de manifestants. Alors vous parlez d'un service de qualité, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager du côté du conseil départemental, dans la mesure où ce marché qui a été attribué sera tel quel encore quelques temps, d'envisager des moyens humains pour justement canaliser ce genre de situation éventuellement? Alors comme vous le savez, moi comme je vous l'ai dit, je pense que dans le précédent marché tel qu'il avait été proposé et qui a été cassé par le tribunal administratif, il fonctionnait. Il est vrai maintenant que l'évolution routière concourt aussi à avoir des retards, puisque vous le savez que les bouchons commencent de plus en plus tôt, donc les élèves doivent partir de plus en plus tôt. Ça nécessite aussi que chacun se mobilise, comprenne qu'il y a une nécessité de peut-être se mobiliser plus tôt pour arriver. Lorsque je vais sur mon lieu de travail et que je parle avec mes collègues qui viennent par exemple de Chirongui ou de Bouéni, pour arriver à 7h30 sur Mamoudzou, ils sont obligés de partir bien avant 6h. Donc je crois que cette contrainte-là n'est pas que pour les particuliers, mais également pour le nombre de places dans les bus aussi. Tout à fait, mais parce que le nombre de places, c'est la raison pour laquelle je dis qu'il est important qu'on respecte le marché. Moi, comme je vous l'ai dit, l'année dernière, le Conseil général a apporté une aide importante auprès des transporteurs en leur accordant près de 2 millions d'euros d'aide à l'investissement. Cela devait servir notamment à renouveler leur flotte et à contribuer à acquérir des bus de plus grande qualité. C'est une politique que le conseil départemental mène depuis maintenant 5 ans, à savoir avoir des bus de plus grande capacité pour la simple et bonne raison que nous voyons que le nombre d'élèves à transporter augmente année après année. Et si nous n'augmentons pas les capacités de transport, forcément la tarification sera plus élevée. Vous savez, il y a même pas 8 ans, nous étions à moins de 15 millions d'euros. Aujourd'hui, nous frôlons les 25 millions d'euros. Merci beaucoup et sachez que l'intégralité du temps de parole d'Abbas Alidi, journaliste à KTV, sera disponible après cette édition. Et dans l'affaire opposant le gestionnaire du port de Longoni Mayotte Channel Gateway au manutentionnaire historique La Smart, le tribunal a rendu son délibéré aujourd'hui. La Smart est expulsée et doit quitter le port de Longoni sous 30 jours pour
Pour mémoire, MCG demandait en référé l'expulsion de la Smart de l'enceinte portuaire en s'appuyant sur le fait que sans contrat depuis le 1er novembre 2013, l'entreprise occupait illégalement les lieux. En cas de non-respect de cette décision, la société Smart sera soumise à une amende de 10 000 € par jour. On écoute par téléphone Raphaël Beduin, directrice de la communication à MCG, qui nous explique sa volonté de dialoguer avec les dirigeants de la Smart. C'est un immense soulagement, tout le monde est heureux ici à MCG. On a été effectivement confirmé dans l'activité de délégataire et de manutentionnaire, donc effectivement c'est un soulagement pour l'ensemble des salariés d'MCG. Jusqu'à présent il n'y avait pas vraiment d'issue, mais aujourd'hui si la Smart accepte les conditions, la porte reste ouverte. Si la Smart veut signer, leur contrat est prêt et cet arbitrage, on l'espère, va permettre de trouver une sérénité dans le travail, mais pour tous, parce qu'aujourd'hui la place il y a de la place pour tout le monde au port dans la mesure où tout le monde travaille dans la sérénité et dans la légalité. Et hier, les délégués syndicaux du centre pénitentiaire ont rencontré le préfet ainsi que le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire. Les discussions ont été fructueuses et le dialogue social semblait s'être installé puisque les agents ont décidé de stopper leur mouvement. Mais ce matin, les discussions entre les agents et le directeur interrégional et le directeur du centre pénitentiaire ont mal tourné. S'il n'est pas encore question de bloquer à nouveau, la tension, elle, semble avoir repris ses droits. Les explications signées Abbas Adidi, Pierre Bellucci et Leslie Vigné. Après la réunion qui s'est tenue hier en compagnie du préfet, le dialogue semblait s'être installé entre les agents du centre pénitentiaire et leur direction. Mais ce matin, les discussions auront tourné court puisqu'après 5 minutes, les délégués syndicaux ont quitté la réunion. En cause, l'arrivée d'un peloton venu de l'île Bourbon pour pallier les éventuels manques liés au mouvement. Jana lera ralawa prefe watu afiki anapia balora kutubwa mahadisi ringalie hizo zarla hiki leo mwasili asubuhi jarparamba shifatu aringe watu 10 na watu hazi 13 la renyo awashuki zabano amba wafanyi hazi na watu wao lazima arjue amba watu wala la renyo washuka banu izo marqué. La colère des agents est à nouveau à l'ordre du jour, alors même que le préfet semblait l'avoir dissipée hier. Les délégués syndicaux ne comprennent pas l'arrivée de ce peloton qu'ils considèrent comme un nouvel affront. Ces agents-là ne sont pas venus gratuitement, ce n'est pas par solidarité comme ils le prétendent, mais ces agents-là, il a fallu leur payer des billets d'avion pour arriver ici, les nourrir, les loger, les déplacer, en plus des primes, parce qu'il faut savoir qu'une mise à disposition entraîne automatiquement des primes. Alors, nous, quand on réclame de l'argent, on ne trouve pas, mais on trouve de l'argent pour des gens qui viennent, enfin, qu'on fait appeler de l'extérieur. Donc, on comprend bien que le mépris continue, quoi. Et voilà, dans ces conditions-là, nous, on n'a plus confiance en lui. Et on a demandé encore une fois la médiation du préfet parce qu'avec cette personne-là, on ne trouvera jamais la solution pour sortir de cette impasse. Les agents ne souhaitent pas bloquer de nouveau et envisagent de continuer le dialogue, même s'ils souhaitent que les discussions aient lieu avec le préfet et non plus avec leur directeur interrégional. Nous, on a demandé à notre base de ne pas bloquer pour montrer la bonne volonté qu'on a depuis quelque temps pour sortir de cette impasse. Parce que le préfet aussi nous a envoyé un message dans ce sens, nous dire il prend les choses en main et il va lui-même initier les discussions pour qu'on trouve une porte de sortie. C'est pour cela qu'aujourd'hui, voilà, on ne peut pas parler de reblocage. On va attendre les conclusions que le préfet va nous transmettre. Le préfet devrait donc prendre les choses en main pour régler un conflit qui semble encore bien loin d'être terminé. Et nous l'évoquions hier, les taxes d'habitation ou autres taxes foncières étouffent les ménages mahorais. Actuellement à Mayotte pour former les agents des services fiscaux, Philippe Nikonov, spécialiste en fiscalité, était en déplacement sur le département il y a 1 an et demi pour une étude sur la situation fiscale locale. Il avait alors alerté l'État et les collectivités, les mettant ainsi en garde sur les taux à appliquer. Les précisions dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vigné. Des taxes foncières multipliées par 10 dans certaines communes. Avec l'application du droit commun, les charges communales qui se mettent en place représentent un véritable gouffre pour certains contribuables. En effet, le calcul de l'assiette fiscale semble complètement démesuré, comme l'explique ce spécialiste en fiscalité.
Donc à Mayotte, on a une assiette fiscale qui est le double en moyenne du reste du territoire. Je vais donner un exemple. Mon cas personnel, je suis propriétaire à Bordeaux d'une belle maison. Dans le centre de Bordeaux, je paye 900 € de taxes foncières à peu près et 900 € de taxes d'habitation. Ça permet aux gens de se situer. Pourquoi ça ? Parce que l'assiette d'imposition qui est calculée là où j'habite n'a pas évolué en même temps que les prix du loyer. Je devrais payer beaucoup plus. Mais ça fait des années que je le dis et je ne paye pas beaucoup plus. Combien de mètres carrés à peu près votre maison ? 130 mètres carrés. Alors qu'une dame à Kungu vient de recevoir son avis d'imposition, 114 mètres carrés pour une habitation, 3190 € de taxes d'habitation. Oui. 4 fois plus. La valeur fiscale moyenne à Mamoudzou, c'est à peu près 4 fois celle de la moyenne de Bordeaux. Donc quelque chose ne va pas. À Mayotte, le revenu par habitant étant 4 fois inférieur à celui de la métropole. Difficile de comprendre pourquoi les contribuables paient 4 à 5 fois plus cher. Plusieurs causes expliquent cette inégalité. L'une d'entre elles est liée au fait que plus de la moitié des contribuables ne sont pas répertoriés. Le cadastre n'étant pas à jour, l'État, au lieu de compenser ce manque à gagner pour les collectivités, les incite à augmenter certaines taxes. On n'arrive pas à trouver peut-être 50 ou 60% des contribuables. On ne le sait pas. En métropole, on a un problème sur 0,1% des contribuables. Ici, c'est 50%. Ici, c'est peut-être 50 ou 60%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour chaque contribuable, son assiette d'imposition, c'est le double de l'assiette nationale, mais qu'il manque la moitié des contribuables. Imaginons que, voilà, on ampute un Mahorais d'une première jambe. On devrait demander, enfin l'État, disons, dit on va mettre une béquille. Finalement, il livre pas une béquille, mais là on dit aux gens écoutez, ce qu'on va faire pour que ce soit plus esthétique, on va vous couper la deuxième jambe. Ça ne va pas marcher. Forcément, la personne va beaucoup moins bien marcher après. Forcément. Et il ne faut donc pas l'augmentation du taux. Ça revient à faire ça. Ça revient à faire peser sur ceux qui sont une minorité, une imposition démesurée, beaucoup plus élevée que celle que je paye. Moi, je suis chef d'entreprise, je gagne très bien. Injuste. Elle est injuste. Absolument inégalitaire, injuste, quasiment anticonstitutionnelle. Ça n'est pas possible. Il y a 1 an et demi, Philippe Nikonov avait déjà alerté sur ce problème. Depuis, les taux ont été votés et de nombreux ménages ne sont pas en mesure de payer des taxes astronomiques. Le spécialiste en fiscalité s'est donc permis de donner un conseil à la population. Mais si on a un millier de recours des Mahoraises en particulier, là c'est plutôt un appel aux femmes. En fait, la société mahoraise a la chance que les femmes aient un rôle particulier. C'est une chance aussi pour la France. C'est un immense enrichissement. Et ce sont elles qui, au bout du compte, tiennent la société parce qu'à un moment donné, elles ont toujours une maison, elles vont pouvoir toujours s'occuper des enfants d'une façon ou d'une autre. Il ne faut pas qu'on perde ça. Ni Mayotte, ni la France, la métropole ne doit perdre ça. Donc je pense que les femmes mahoraises, par le biais d'associations, pourraient aussi s'organiser pour faire des recours, pour dire il y a une inégalité, peut-être même aller jusqu'à une question prioritaire de constitutionnalité, j'en sais rien. Mais il y a vraiment une inégalité majeure et il faut revenir sur ce sujet-là par le biais des citoyens. Les citoyens mahorais doivent clairement monter au créneau s'ils ne veulent pas continuer à être victimes de cette injustice. Daniel Zaidani, on l'a vu dans le reportage, a priori les Mahorais seraient lésés par ces taxations. Oui, parfaitement. Cette taxation est encore une fois découle de cette bascule fiscale qui est intervenue l'année dernière. Je suis venu sur le plateau hier, dans le temps de parole avant-hier, pour expliquer que le Conseil général a été pénalisé. Aujourd'hui, c'est la population. Nous savons également que les communes ont été pénalisées. Cela montre encore une fois que cette bascule fiscale n'a pas été anticipée alors que le temps était en faveur de l'État pour pouvoir faire les choses correctement. Je rappelle que le Conseil départemental, le 29 janvier 2013, avait organisé des assises justement sur cette réforme fiscale, avait invité les services de l'État qui ne sont pas venus, qui ont fait le choix de ne pas venir. Et aujourd'hui, nous voyons bien que c'est la population qui trinque et cela n'est pas normal du tout. Nous savons, je pense que M. Nikonov aujourd'hui qui revient encore là-dessus faisait partie justement des invités que nous avions lors de ces colloques que nous avions organisés en 2013. Nous avions rédigé un courrier au Premier ministre le 5 février 2013 afin de l'alerter sur les conséquences négatives que pourrait avoir sur la société. Nos recommandations n'ont pas été totalement suivies. Aujourd'hui, nous voyons les conséquences. Maintenant, il est clair que la population ne doit pas être spoliée, parce que nous savons pertinemment que l'impôt est obligatoire, l'impôt doit être payé, mais nous devons tous être égaux devant l'impôt. Or, aujourd'hui, cette situation nous démontre tout simplement que nous ne sommes pas égaux. Je ne vais pas revenir sur l'explication du fiscaliste, mais il est clair que lorsqu'on prend comme base
fiscale à Mayotte l'année 2012 et que nous savons pertinemment qu'en métropole, cette base fiscale n'a pas été révisée depuis 1980, forcément, l'imposition à Mayotte sera plus élevée qu'en métropole. Et cela, forcément, nous place automatiquement dans une situation d'inégalité face à l'impôt. Donc, quand les Mahorais ne payaient pas d'impôts, tout le monde en cœur disait que ce n'était pas normal. Alors, je crois qu'aujourd'hui, j'espère que tout le monde reprendra aussi en cœur qu'il n'est pas normal que les Mahorais payent beaucoup plus d'impôts que la métropole, tout en sachant que nous savons pertinemment que le revenu des ménages à Mayotte est largement inférieur à la métropole, puisque ici, le taux de pauvreté avoisine les 150 €, alors qu'en métropole, nous parlons plutôt de 600 €. Donc, vous voyez bien que personne ne comprendra qu'ici, plus qu'ailleurs, alors que le pays est loin d'être développé et serait plus proche de certaines campagnes métropolitaines que de grandes capitales françaises, ne comprendrait pas que nous payons plus ou autant d'impôts que ces grandes villes françaises. Alors on va revenir sur le sujet qu'on a lancé lors du début de ce journal. Cette maison, cet aérogare qui a été rasé, Daniel Zaidani, qui a provoqué votre indignation. Comment se fait-il que ce bâtiment a été rasé sans qu'aucune information n'ait circulé ? Écoutez, moi je suis un peu comme vous. J'ai été très surpris ce matin lorsque j'ai appris que ce bâtiment qui, je le qualifie historique, a été rasé dans la nuit, volontairement, je pense, de manière nocturne, afin d'éviter une confrontation avec les Pamandiens. Cet aérogare, vous savez, a été construit dans les années 1950. On s'est abstenu de le raser au moment où nous avions construit le nouvel aérogare dans les années 80. On s'est abstenu de le raser lorsqu'on a fait en 1995 le prolongement de la piste avec l'installation des hydrocarbures à proximité. Et je ne comprends pas, alors que maintenant on a construit un nouvel aérogare, donc c'est le 3e aérogare qu'on nous construit sur le site, je ne comprends pas, à l'heure où, au moment où nous parlons de plus en plus de patrimoine, où il y a même pas 3 semaines, les journées européennes du patrimoine qui a été organisée par le conseil départemental et par les services de l'État, je ne comprends pas qu'une démolition se fasse à Pamandzi en silence, parce que je le dis, en silence, on a rasé ce bâtiment, puisque ça s'est fait de nuit. J'imagine que pour raser un tel bâtiment, il y a eu un permis de démolition. Donc ce document est donc pour avoir ce permis de démolition, forcément cela est passé par la DEAL. Donc les services de la DEAL, je pense qu'aujourd'hui doivent s'expliquer sur cela. De la même manière, la mairie de Pamandzi doit également s'expliquer sur ce permis de démolition qui a été accordé concernant ce bâtiment. Je ne reviendrai pas non plus sur l'histoire qu'il y a eu récemment à Mamoudzou avec une villa personnelle de la CIM qui devait être rasée, qui finalement, in extremis, a été classé monument historique, alors que ce bâtiment a été construit dans les années 80 et une grande majorité aujourd'hui de la population s'interroge sur l'utilité de ce classement, mais incontestablement, soyons sérieux, un bâtiment qui a été construit dans les années 1980, qui est riche d'une histoire, c'est un patrimoine qui a été construit en 1950, qui est riche d'une histoire. Vous savez, l'histoire des chatouilleuses, ça s'est passé dans cet aérogare. Voilà, donc on a vu en une nuit un bâtiment qui a été rasé. Moi, je demande qu'aujourd'hui, on ait des explications, qu'on donne des comptes à la population mahoraise, parce que c'est inadmissible qu'un bâtiment de ce type puisse être rasé sans aucune communication. Je suis conseiller départemental de la commune de Pamandzi. À aucun moment j'ai été consulté pour que ce bâtiment soit rasé, alors que moi je peux vous dire que, alors que j'étais président du département, il y a moins d'1 an, j'en discutais encore avec Lavalin, nous étions mis d'accord pour que ce bâtiment soit restauré afin qu'on en fasse un salon. Donc aujourd'hui, je suis assez surpris que nous passons d'une idée qui me paraissait forcément intéressante pour l'avenir à ce qu'on la rase. Alors donc, clairement, qu'est-ce que vous attendez là à l'heure actuelle maintenant que le mal est fait ? Écoutez, le bâtiment est rasé, il ne reste plus rien, il n'y a que des cailloux, il n'y a plus rien. Les bulldozers sont venus la nuit. Je ne connais pas d'intervention nocturne. Lorsqu'on fait des interventions nocturnes de ce type-là, c'est qu'on est conscient, explicitement, on est conscient que ce que nous faisons va à l'encontre même de ce qu'on devrait faire sur la commune. Maintenant, j'attends que les responsables de cette situation s'expliquent auprès de la population. Et là, bien évidemment, l'ordonnateur, ça commence par Lavalin, et ça continue par la mairie de Pamandzi qui a signé et autorisé cela, et par la DEAL qui a instruit le dossier et qui a donné un avis favorable. Donc, je pense qu'au moment où nous parlons du patrimoine à préserver,
il est inadmissible que nous rasions ce bâtiment. Il a été, à mon avis, il est inadmissible que ce bâtiment soit rasé, d'autant plus qu'il y a moins de 3 mois, on nous a expliqué qu'un bâtiment qui date des années 80 ne devait pas être rasé. Alors aujourd'hui, un bâtiment qui date de 1950, on le rase en silence? Non. Clairement, vous n'êtes pas d'accord et vous attendez justement des justifications par rapport à ce qui vient de se passer. Merci beaucoup Daniel Zaïdani. Je rappelle, vous êtes le conseiller départemental de Pamandzi. Et on continue depuis l'ouverture de la formation d'infirmiers en 2001. L'Institut des études en soins forme des infirmiers locaux. Au total, plus de 500 élèves ont suivi la formation. Et nouveauté, cette année, la structure souhaite ouvrir la formation à la spécialité en puériculture. Une formation qui débutera à la rentrée prochaine et qui devrait permettre de répondre aux besoins de l'île au Lagon, qui compte plus de 8000 naissances par an. Plus de précisions dans ce reportage signé Shakila Issouf et Fred Souleymana. Une trentaine d'infirmiers sont formés chaque année dans l'Institut des études en santé du CHM. Nous sommes donc partis à la rencontre des élèves de l'Institut qui nous racontent leur parcours. L'idée m'est venue au lycée, en fait, quand j'étais au lycée, parce que la filière ST2S, en fait, elle nous prépare un peu, en quelque sorte, au concours, au métier. Et nos professeurs nous parlaient souvent en fait, des concours et qu'en fait, ça serait bien de les faire et tout. Et du coup, j'ai tenté ma chance. L'IES, en collaboration avec le conseil départemental, va ouvrir une spécialité en périculture pour offrir la chance à des infirmiers diplômés et des sages-femmes de se spécialiser et en même temps offrir des soins de qualité aux patients. Ainsi, seuls 15 candidats seront retenus au concours pour les épreuves qui débuteront le 18 février 2016. Cette année, il va y avoir une nouveauté. Nous continuons à monter dans la compétence et nous allons ouvrir en septembre 2016 une école de spécialité à la puériculture. Comme vous le savez, à Mayotte, la population est très jeune, 60% de moins de 20 ans, et nous avons besoin de professionnels spécialisés dans les soins aux enfants. Donc, nous allons offrir aux infirmiers diplômés d'État ainsi qu'aux sages-femmes diplômées d'État la possibilité de se spécialiser en puériculture. Cette spécialité dure encore aujourd'hui 1 an. Il faut savoir que le parcours de ces études commence par la formation d'infirmiers qui est proposée chaque année par l'IES. Nous avons donc profité de ce reportage pour visiter les locaux de l'Institut, 2 salles en simulation, des salles informatiques, une bibliothèque et des salles de classe. Tout est à disposition pour que les étudiants infirmiers en 3e année et les étudiants sages-femmes en 5e année prétendent à pouvoir exercer à Mayotte. Le niveau, c'est le diplôme d'État d'infirmier ou le diplôme d'État de sage-femme pour devenir spécialisé en puériculture. Les étudiants en soins infirmiers de 3e année, ainsi que les étudiants sages-femmes de 5e année, peuvent se présenter au concours sous réserve d'avoir été diplômés. L'IES se lance dans les spécialités pour l'année 2016-2017. La formation d'infirmiers continue, tandis que s'ouvre la spécialité de périculture s'adressant pour les infirmiers et les sages-femmes. Pour cette spécialité de 1 an, le concours aura lieu le 18 février. Les inscriptions débuteront début novembre. Le but est de former des personnels de santé mahorais qui resteront. Alors on l'a vu Pierre, l'Institut en santé va lancer cette formation en puériculture. C'est quand même une bonne nouvelle avec cette tendance qui tend à dire qu'à Mayotte, on n'a pas beaucoup de professionnels de santé. Oui, puis il y a de plus en plus d'enfants également à Mayotte. 8000 les autres années. Là, on va dépasser les 9000 naissances cette année. Donc c'est très conséquent. On voulait mettre un coup de projecteur sur cet institut parce que c'est important. On manque de formation à Mayotte, on le sait, à l'université, à tous les niveaux, il y a un manque de formation. Là, ils forment des futurs personnels de santé. Donc voilà, c'est très bien. Il va y avoir des personnes qui vont rester ici, qui vont être formées, qui sont très bien formées. On a pu le voir, les locaux sont vraiment adéquats. Tout est fait en sorte pour que vraiment ils puissent s'épanouir et puis qu'ils puissent apprendre. Voilà, c'est très très important. Il fallait le mettre en avant. Là, on fait à travers ce reportage. Dès la rentrée prochaine, donc d'autres formations s'ouvrent. On espère que ça va continuer et voilà, c'est une très bonne chose et il fallait le mettre en avant.
Et l'avantage, c'est que ça prend en compte les réalités du terrain. Oui, complètement. Les réalités du terrain en termes de puéricultrices, il en faut. Il faut des personnes dans ces services. Le CHM manque de médecins, le CHM manque de personnel. On le sait, on parle de désert médical à Mayotte. Si on ne forme pas, ça sera compliqué. On parle aussi d'attractivité. Peut-être avant de parler d'attractivité, il faudrait peut-être former sur le territoire. Il y a des personnes, il faut trouver du travail pour tous ces jeunes qui arrivent également. Donc c'est très important. Voilà, c'est pour ça que nous avons souhaité donner un coup de projecteur sur cet institut. Merci beaucoup Pierre, et une belle initiative à venir. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce vendredi 9 octobre. Actualité en bref, et c'est présenté par Pierre Bellucci. Au lendemain des manifestations contre la vie chère, Victorin Lurel, alors ministre des Outre-mer, présentait un projet de loi de régulation rapidement adopté par le Parlement. Le bouclier qualité-prix était né. 4 ans plus tard, des baisses ont été observées, notamment en termes de tarifs bancaires. L'Observatoire des tarifs bancaires de l'IEDOM vient en effet de publier son rapport annuel pour la période d'avril 2014 à avril 2015. Des disparités importantes demeurent entre tarifs domiens et moyenne nationale, mais une majorité de tarifs standards se situe à un niveau égal, voire inférieur à ceux de la métropole. Ainsi, parmi 33 services retenus pour l'analyse du rapport, 13 sont en baisse, 12 en hausse et 3 sont restés stables. De plus, le comité consultatif du secteur financier a publié 14 tarifs moyens pondérés qui correspondent aux tarifs standards. Ainsi, à Mayotte, l'intégralité des 14 points de référence se trouve à un niveau inférieur à la métropole et 13 postes sur 14 sont moins chers que dans les autres DOM. Enfin, en réalisant une moyenne sur les 33 lignes de frais recensées par l'IEDOM, le crédit agricole apparaît être le plus avantageux devant la Banque de la Réunion, la BRED étant la plus chère car elle propose plus de services payants. Après les fausses factures, une autre affaire vient ébranler le village de Mtsangamouji. Il s'agit cette fois de 98 procurations falsifiées pour apporter des voix au candidat socialiste Moula Issouf Madi. Si le formulaire est authentique, le tampon utilisé ne l'est pas. En effet, 2 autorités, police nationale et gendarmerie, figurent côte à côte, ce qui n'a rien à voir avec la réalité administrative et ne ressemble en rien à la Marianne qui aurait dû y figurer. Le directeur de campagne était directement visé et a été placé en garde à vue mercredi pour répondre aux questions des enquêteurs. Il aurait reconnu la production de ces fameuses procurations et a été présenté hier au juge d'instruction avant d'être mis en examen et incarcéré à Magicavo pour avoir produit puis inséré les faux documents durant le vote. Pour l'heure, cela ne remet pas en cause le scrutin du 20 septembre dernier qui a vu la victoire du républicain Ibrahima Saïd Manrifa. Le week-end dernier, un propriétaire terrien originaire de Mtsahara a été pris en otage par des habitants de Bouyouni qui refusent que les terres soient exploitées par des étrangers au village. Cette prise d'otage a fait grand bruit et le procureur avait promis de se pencher sérieusement sur cette affaire. Si les preneurs d'otages ne semblent pas avoir pris la mesure de la gravité de leur acte, ce n'est pas le cas de Joël Garrigue. En effet, le commanditaire a été interpellé et présenté au juge hier en vue de son incarcération à Magicavo. L'homme avait été clairement identifié suite au témoignage de la victime. Quant aux personnes qui ont accompagné le commanditaire, ils ont été mis en examen et risquent eux aussi d'être incarcérés au centre pénitentiaire. Daniel Zaidani, on va revenir avec vous justement sur le sujet qu'on a vu tout à l'heure concernant la SMART, cette condamnation et cette sommation à quitter les lieux sous 30 jours. Oui, effectivement, cette décision qui était attendue par tout le monde est tragique. Elle est tragique parce que c'est l'histoire du port qui est ébranlée. Je pense qu'aujourd'hui, c'est regrettable qu'on en soit arrivé là. Nous avions attribué cette DSP il y a maintenant 2 ans à Mayotte Channel Gateway. Et pendant les 2 premières années, en tout cas sur la période sur laquelle j'ai présidé le Conseil général, nous avions instauré un système de dialogue permanent, puisque vous savez que la transition devait se faire avec la CCI. C'était pas forcément facile, mais cette transition devait se faire dans le dialogue. Ce dialogue, nous avons pu l'instaurer jusqu'à mars 2015, et nous constatons que vraiment la situation s'est dégradée à partir d'avril. Aujourd'hui, ils sont allés jusqu'au tribunal. Cela montre tout simplement que lorsque vous avez deux partenaires, parce que je rappelle que la Smart et Mayotte Channel Gateway ont proposé ensemble ont déposé ensemble le dossier en faveur de Mayotte Channel Gateway, mais cela montre tout simplement qu'il y a eu une rupture de dialogue entre temps, et le conseil départemental se doit, en tant que délégant,
d'intervenir et de proposer des solutions. Mais l'intervention Aujourd'hui, a vous échoué, savez, littéralement. voilà, le dialogue a échoué, mais pour moi, vous savez, le dialogue n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, une décision a été prise, mais je crois que le bon sens doit reprendre le dessus. La Smart est une entreprise historique qui est intervenue sur le port dès la genèse de ce port. Nous, dans le cadre de notre DSP, nous avions veillé à ce que le personnel puisse ne pas être pénalisé dans le cas où on changeait de délégataire. Face à cette décision de justice, si vraiment la Smart devenait à partir, on voit bien qu'automatiquement les premiers à être pénalisés seraient les agents et une centaine d'agents. Donc je crois que cela ne doit pas se passer comme ça. Lundi risque d'être une journée extrêmement difficile. Moi, j'invite tous les partenaires à se réunir ce week-end, que ce soit le conseil départemental, notamment l'exécutif. Moi, je suis prêt à me joindre à eux à leur demande afin d'être également associé à ces discussions. Mais aujourd'hui, je suis convaincu que le dialogue est encore possible entre la Smart et My Channel Gateway. J'ai entendu en voix off une personne de l'entreprise, My Channel Gateway, disant qu'il était prêt également à dialoguer. Nous ne devons pas rater cette fenêtre de tir, mais il est important que le conseil départemental également soit autour de cette table afin de proposer des choses. Des solutions existent. Vous savez, il y avait un contrat initial, on pourrait déjà partir sur ce premier contrat initial. Il y a des possibilités de prendre des actions auprès de My Channel Gateway. Il y a des possibilités également au conseil départemental d'aider My Channel Gateway dans le cadre de sa défiscalisation sur le territoire de Mayotte, qui est différente de la défiscalisation à Bercy. Donc des voies sont possibles, des solutions sont possibles. Encore faut-il aujourd'hui que le dialogue le soit aussi. Aujourd'hui, j'ai entendu une voix off qui représentait My Channel Gateway qui était propice au dialogue. Alors, n'hésitons pas, n'attendez pas lundi, parce que je rappelle que le climat social actuel est très délétère. Nous avons des mouvements sociaux qui sont en train de se mettre en place. Nous avons vu les débordements qu'il y a eu la semaine dernière, avant-hier avec les jeunes. Imaginez maintenant si à cela se rajoute un autre mouvement qui viendrait du port de Mayotte, les conséquences sur notre économie et sur le territoire et pour l'avenir de centaines et de centaines de familles de Mahoraises qui travaillent aujourd'hui à la Smart. Alors, je lance un SOS à tous les protagonistes de cette histoire pour que nous nous réunissions ce week-end afin qu'une solution soit correctement trouvée pour tous les partis. Et on notera qu'une assemblée générale se tient ce soir à la Smart, justement pour tenter de régler ce problème. Et on termine avec la semaine de l'égalité professionnelle. À cette occasion, la délégation aux droits des femmes, en partenariat avec le photographe Ibrahim Kolo, a réalisé une exposition comprenant 20 portraits de femmes actives. L'objectif est de montrer des exemples de réussite féminine pour susciter des vocations chez les jeunes filles. Des précisions dans ce reportage avec Shakila Issouf et Leslie Vimné. Cela fait 4 jours maintenant que plusieurs photos sont exposées au quai de la Barge. Et même si les riverains n'y accordent que peu d'importance, lorsqu'on leur pose la question, l'initiative de mettre à l'honneur des femmes qui travaillent en ravit plus d'un. Je pense à moi aussi, j'aimerais bien être comme ça. Comme mettre des photos sur moi comme ça, qui montrent que j'aime bien travailler moi aussi. On est dans un monde de mature en fait. Sur le portrait que je vois en face de moi, la Niswati, voilà, c'est une très belle exposition qui montre que voilà, la femme peut occuper un poste que l'homme détenait depuis longtemps. Cette exposition est visible à la gare maritime de Mamoudzou du 5 au 25 octobre 2015. Un projet à l'initiative du photographe Mkolo Ibrahim, accompagné par la déléguée des droits des femmes, Noéra Mohamed, qui est dans le cadre de la semaine de l'égalité professionnelle qui a lieu sur toute la France et qui a pour objectif de faire un focus sur les inégalités entre les hommes et les femmes dans le monde du travail. À Mayotte, on a insisté sur cette thématique-là, mais également surtout sur des exemples de réussite au féminin. Pour montrer à ces jeunes filles qu'aujourd'hui elles peuvent être gérantes, comme cette gérante de boulangerie, qu'elles peuvent avoir une entreprise de pêche, comme cette femme qu'on a vue donc sur sa barque, qu'elles peuvent être à la fois dans des métiers dits masculins, tels que gendarmes, tels que policières, tels que également conductrices de semi-remorques. Voilà. Donc vraiment c'était susciter des vocations chez les jeunes filles, mettre l'accent sur la mixité, mais surtout la réussite par l'exemple, montrer des réussites au féminin.
Et si certaines femmes n'ont pas pu faire les photos pour manque d'autorisation maritale ou autre, cette exposition montre que le statut de la femme mahoraise évolue comme dans les autres départements. Elle est partie sur une vingtaine de portraits, donc de différents types d'activités, de différents milieux. On a présenté donc le projet aux femmes en leur disant voilà, l'idée c'est de faire une photo avec vous dans votre milieu de travail, et en dessous de la photo il y aura un petit message que vous voudriez adresser donc à ces jeunes filles qui sont encore en études ou en formation pour les encourager et pour les motiver à aller dans le monde du travail. Ainsi, à la fin du mois d'octobre, toutes les femmes qui ont accepté de faire les photos de l'exposition se verront remettre leur portrait au cours d'une cérémonie de remerciement, en espérant que chaque année ce genre d'exposition continue à inspirer les autres générations et à les motiver pour réussir leur vie professionnelle. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous pourrez suivre en rediffusion sur notre site infoquesi.fr et sur OM5. Dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Ornella Perrine pour la météo. Juste après, retrouvez l'invité du temps de parole, Abbas Alidi, journaliste à KTV. Il était ce matin au micro de Patrick Mian. Et demain, samedi et dimanche à 19h, ne ratez pas votre magazine, les rendez-vous de l'info. Excellente fin de semaine à vous sur KTV.